Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk Women in Motion, à l'occasion non seulement de l'engagement de Kering, mais de la fondation Kering pour la Maison des Femmes depuis toujours. Nous allons avoir un talk aujourd'hui avec pas n'importe qui, 3 invités de renom, à savoir Reda Hatev qui a fondé la Maison des Femmes en 2016 et Mélisa Godet qui a réalisé le film La Maison des Femmes qui sort donc le 4 mars 2026 avec comme actrice notamment principale qui joue le rôle de Reda, Karine Viard. Alors, la première chose que j'aimerais dire avant de commencer ce talk, c'est qu'aujourd'hui encore, une femme est tuée toutes les 3 minutes sous les coups de son conjoint. 200 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences en France. Et c'est une femme sur 3 dans le monde qui sera victime de violences tout au long de sa vie. Aujourd'hui, quand je cite ces chiffres, quelle est la première chose que vous voudriez dire à ce sujet, mesdames ? Mais je pense que ça dépend de ce qu'on entend par violence. Mais moi, j'ai envie de dire que 100% des femmes ont croisé à un moment donné une violence en lien avec leur sexe, qui peut être un commentaire désagréable. C'est pas forcément des violences très graves, mais je ne suis pas certaine qu'aucune d'entre nous soit passée à travers toutes les gouttes d'un commentaire déplacé, d'un regard appuyé. Le problème, il est là, ça commence par ça. C'est-à-dire cette acceptation de la société que nous sommes des proies potentielles. Manifestement, ces problématiques sont plus que massives dans notre société et partout dans le monde. Oui, moi, c'est toujours un étrange constat quand je m'arrête 5 minutes sur la situation et que voilà, de prendre la mesure à quel point c'est un risque supplémentaire dans ce monde, en France, d'être une fille, une femme. Voilà, cette part de risque supplémentaire, c'est quelque chose dans la vie des femmes qui impacte énormément de choses. Oui. La première question, Mélisa, pourquoi avoir décidé de réaliser ce film sur la Maison des Femmes ? Eh bien parce que un jour, en écoutant la radio dans ma cuisine, ce que je fais très souvent, j'entends Rada parler de sa maison, de cette maison qu'elle est parvenue à faire sortir de terre à Saint-Denis, de comment elle y travaille avec ses équipes, de comment elle a eu cette idée qui semble si simple et qui pourtant change tout à ce moment-là, de donner à ces femmes dans un endroit unique tout ce dont elles peuvent avoir besoin pour se reconstruire. Et je me dis comme femme et citoyenne que c'est une idée de génie, voilà, et ce qu'elle est. Et je me dis comme scénariste que ça ferait vraiment un film merveilleux, quoi. En tout cas, le type de film qui, moi, m'intéresse et que j'avais envie de porter, c'est-à-dire quelque chose qui soit un peu plus qu'un film, quelque chose qui soit un engagement, un film choral, et puis aussi un film très lumineux, quelque chose de très positif. Rada, quand vous avez décidé de fonder la Maison des Femmes, et on le voit d'ailleurs dans le film, vous allez rencontrer des problèmes notamment au niveau des subventions, des financements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quelles a été les plus grandes complexités face à ce problème ? Eh bien, comme vous l'avez dit, le plus grand problème a été de trouver l'argent. Parce que, heureusement, ma directrice de l'époque trouvait le projet tout à fait intéressant, donc ne bloquait pas. Mais pour construire un bâtiment, il faut aujourd'hui lever beaucoup de fonds. Et quand on n'est pas du milieu, quand on ne connaît personne, quand on n'a pas de réseau, c'est très difficile. Et c'est là où j'ai dû mettre beaucoup d'énergie pour arriver à trouver l'argent. Une fois que je l'ai trouvé, ça a été quand même relativement plus simple. Et on le voit d'ailleurs, souvent on parle de marketing, et dans le film ils en parlent, ils disent voilà, il faut que la Maison des Femmes fasse du marketing, il faut qu'on en parle plus. Aujourd'hui, quel est votre... le goût peut-être un peu doux amer à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix essayer d'être plus présent sur les réseaux ou essayer de toucher en passant voilà, par les radios ou par d'autres médias. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire en sorte que les gens s'y intéressent naturellement, organiquement, sans avoir besoin d'avoir cette pression d'être en surreprésentation ? Je pense qu'on est obligé de maintenir une pression parce que c'est un sujet douloureux, c'est un sujet qui met les gens mal à l'aise. C'est un sujet qu'on a hâte d'évacuer en se disant pas chez moi, pas dans mon entourage, c'est sûrement les autres. Et donc on est obligé de maintenir quand même cette pression et cette attention. Mais pourquoi pas ? Si ça peut amener à une prise de conscience, si ça peut amener à un engagement, si ça peut donner l'envie d'aider, de financer, moi je suis prête à marketer tout ce qu'on veut. Alors, Karine, à quel point c'était important pour vous de jouer ce rôle et surtout de porter
plutôt ce rôle à l'écran, encore une fois, pour non seulement participer au fait de raconter ces histoires, mais aussi parce qu'on sait que c'est une cause extrêmement importante en France dont on ne parle pas assez. Est-ce que pour vous, il y avait une volonté presque politique, d'engagement en tout cas, en jouant ce rôle? Alors, comme actrice, effectivement, tu te retrouves quand même en acceptant un rôle à être à un certain endroit. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Je peux jouer des femmes vertueuses et je peux jouer l'inverse. Et c'est là-dedans que je m'épanouis. Après, il y a des propositions comme celle-ci, par exemple, qui sont vraiment des propositions un peu militantes. Tu sers un projet, tu sers un objet, tu délivres un message. Alors après, il faut voir comment le faire. C'est-à-dire que là, l'avantage de ce film, que je trouve, moi, dont je suis très fière, et merci Mélisa d'avoir pensé à moi, c'est que c'est pas moralisateur, c'est pas culpabilisant, c'est joyeux, mais ça dit les choses comme elles sont, c'est droit, c'est honnête, c'est authentique, c'est sincère, et ça a la simplicité de ça, ce qui est très difficile à faire. Et quand tu acceptes ce film-là, tu ne sais pas que ça va être comme ça. C'est-à-dire que le scénario te donne des pistes, mais tu ne sais pas si la réalisatrice, elle ne va pas aller un peu chercher les larmes, ça ne va pas être un tout petit peu dégoulinant de sentiments, ce qui, moi, m'aurait mis très mal à l'aise. Et ça n'a pas été le cas, donc j'en suis extrêmement fière. Donc, je fais un choix un peu militant, c'est vrai, mais j'adhère complètement à cette idée. Mais je dirais qu'après, en tant qu'actrice, tu choisis un rôle, tu le campes, tu le donnes, tu le délivres. Mais après, il y a une expérience personnelle qui se mêle à ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de rencontrer des rôles qui m'invitent personnellement à réfléchir un peu à ce que je suis, comment je me positionne et qui me transforment. Alors, ça ne me transforme pas quand on me dit « mais comment vous avez fait pour sortir de ce rôle-là indemne ?» J'en sors complètement indemne, j'en suis rentrée indemne, j'en sors indemne, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, ma sensibilité à cette cause, comment je m'implique dans cette cause, la femme que je suis, ce que j'ai accepté de subir, mon rapport au féminisme s'en est trouvé quand même changé, modifié. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que j'avais tendance, vu ma génération, j'ai évidemment accepté un certain nombre de comportements totalement inappropriés en trouvant que c'était normal. Et aujourd'hui, je vois ces féministes un peu énervées, ces jeunes femmes de cette très jeune génération, elles sont très énervées. Et j'avais tendance à dire, il faut quand même être plus modéré. Et bien, je suis revenue là-dessus. C'est-à-dire, je pense que ces femmes qui sont en première ligne et qui sont très énervées, en réalité, elles font le taf. Parce que si tu demandes à des hommes qui ont un certain nombre de privilèges et qui sont d'accord avec la cause, vous êtes d'accord avec la cause, mais sauf qu'on va vous enlever un certain nombre de privilèges. À ce moment-là, ils ne sont plus tellement d'accord. Et on peut le comprendre. Donc ces filles énervées qui sont en première ligne, en fait, elles permettent à nous, derrière, d'avoir un message plus mesuré, plus subtil, plus entendable peut-être. Mais moi, je trouve que ces filles sont très courageuses et je suis complètement d'accord avec ça, en fait, maintenant. Il n'y a plus de tolérance. Tolérance zéro pour un certain nombre de trucs. Et c'est difficile à entendre, sans doute. Et moi, j'avais du mal à l'entendre. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est elles qui font le travail. Et je trouve ça chouette. Et justement, dans le film, il y a aussi un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est quand on fait, enfin, elle ne lui fait pas comprendre, mais il y a une remarque qui est faite par rapport à un homme, donc qui fait partie de l'équipe. Alors, il y a deux moments où, justement, une patiente, une femme qui vient dans la maison se sent pas forcément à l'aise parce qu'un des médecins est un homme. Et puis ensuite, pendant une réunion de l'équipe, voilà, on lui dit, écoute, toi, tu es un homme blanc, en plus diplômé, donc tu ne peux pas finalement comprendre ce par quoi les femmes, et puis en plus des femmes racisées notamment, peuvent passer, par quoi elles peuvent passer. Moi, la question que je voulais vous poser à toutes les trois, c'est aujourd'hui, quel est votre regard et votre réflexion sur la manière dont les hommes doivent participer aussi à ce combat, se sentir bien évidemment concernés, mais comment est-ce qu'on les intègre, est-ce qu'on doit les intégrer aussi à ce combat? J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. On doit les intégrer. Ils doivent s'intégrer par eux-mêmes aussi. Voilà, pas toujours nous demander mais qu'est-ce que je peux faire? Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur.
et puis venez participer à la chose. Et ce personnage dans le film, il est très important parce qu'effectivement, dans les équipes soignantes des maisons des femmes, il y a assez peu d'hommes en règle générale. C'est vrai que voilà, ce sont des problématiques principalement prises en charge par des femmes avec beaucoup de courage. Mais quand il y a un homme dans ces endroits, la position qui est occupée par cet homme est importante. C'est-à-dire qu'il livre une autre vision de la masculinité aussi. De dire à ses patientes, moi, en tant que médecin, mais en tant qu'homme, je vous dis, je ne trouve pas normal ce par quoi vous avez dû passer. Je pense que c'est aussi un discours qui est très important. Et je pense que les hommes doivent s'emparer de ce discours, au contraire. Et puis le film, pour parler du film, c'est pas du tout un film qui est contre les hommes. C'est un film qui est contre les violences. Donc c'est pas tout à fait au même endroit. Et c'est vraiment une problématique d'être humain à être humain, en fait. Donc venez les hommes, aidez-nous. Moi, je pense carrément que ça ne peut pas se faire sans les hommes. Je pense que une cohorte de femmes ne pourra jamais faire ça seule, en fait, et qu'on a besoin de on a besoin de ce soutien, on a besoin de cette complicité, on a besoin de ce combat commun, en fait, parce que les hommes, à l'endroit où ils sont, ont besoin de relayer ce discours des femmes, ont besoin auprès des hommes de relayer aussi ce discours. Et je pense qu'il y a certains hommes qui entendent davantage un discours tenu par des hommes que tenu par des femmes, malheureusement. Et moi, je pense que c'est une lutte qui ne peut se faire qu'avec la complicité des hommes. Ce dont je me réjouis d'ailleurs. Au-delà de la complicité, on pourrait faire sans les hommes, mais ça serait un autre choix de société, une société sans hommes. Certaines pensent que c'est de l'avenir, mais je ne suis pas persuadée. En fait, il faut que les hommes se réinterrogent leurs privilèges et acceptent de les remettre en question. Tu as tout à fait raison. Quand tu as énormément de privilèges, ça n'est pas très spontané de te dire, en fait, je vais y renoncer. C'est un long chemin. On est prête à les aider, mais il faut qu'ils le prennent. Moi, par exemple, au cinéma, si je suis moins payée qu'un homme, le partenaire, on va lui dire la lutte contre les femmes, que la société égalitaire, il va dire mais oui, tout à fait. On va lui dire bah alors, pour cette raison-là, tu vas être payé moins pour que Karine soit payée plus. Et là, c'est un peu compliqué. Ça peut se comprendre, hein, mais ça passe par là en fait. Moi, c'est au niveau de mon travail, mais je pense que c'est à plein d'endroits. Et ça, c'est un privilège. C'est d'être systématiquement payé plus que ta partenaire qui a le même rôle que toi. Et par contre, moi je le dis, j'ai fait un film avec Franck Dubosc et Franck a mis son salaire à équivalence avec le mien. Et voilà, ça se passe de discours en fait. Moi, c'était mon ami, mais je lui ai dit, Franck, moi je veux te payer le même prix que toi. Il me dit, c'est normal. Et il a été payé moins pour que je sois payée plus. Ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Le verre est dans le fruit. Qui a eu l'idée de payer Franck plus que toi ? Sur quels arguments ? Alors sur quel argument ? Il y a plein d'arguments. Il y a qu'il est plus populaire que moi, mais moi, voilà. Mais après, il y a plein d'arguments. Hein. Il y a plein d'arguments qui sont plus ou moins fallacieux, mais qui se tiennent tant que ça tient. Mais le jour où en fait tu les rediscutes et ça tient plus du tout, évidemment. Alors pour revenir déjà sur la Maison des Femmes, Rada, c'est un endroit finalement où des femmes qui ont été victimes à la fois de violences, alors d'ailleurs on en parlera après, mais d'une violence particulière qui s'appelle aussi l'excision, qui sont donc victimes de violences ou alors par exemple qui ont besoin de conseils, par exemple d'un point de vue IVG, se retrouvent dans cette maison. Et il y a un domaine qui est très important, c'est celui de la reconstruction. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas tout simplement des femmes qui ont besoin d'aide, on reçoit dans ces maisons-là des femmes qui ont besoin de se reconstruire. Et à quel moment, quand vous avez décidé de créer la Maison des Femmes, vous vous êtes rendu compte de ce besoin, c'est-à-dire de s'occuper aussi de l'après, pas seulement venir conseiller ces femmes ou les accompagner avec une aide médicale ou une chirurgie, notamment pour les femmes victimes d'excision. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce besoin d'accompagnement après pour se ressentir à nouveau, voilà, qu'on reprend le contrôle de son corps et le contrôle de sa vie? Mais ça, quand on est médecin, on le sait, parce que quelle que soit la
problématiques qu'on prend en charge. Prenons les cancers, par exemple. Vous opérez quelqu'un, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, ce n'est plus la même personne. Et donc, si vous la renvoyez dans la vie avec toute cette vulnérabilité, ça va très mal se passer pour elle. Et donc, même sur des thématiques comme le cancer, on sait aujourd'hui qu'il faut accompagner l'après-cancer et que la guérison ne suffit pas. Il faut que les gens puissent reprendre leur vie avec leur nouvelle fragilité. Et ça, il y a beaucoup de centres qui font ce genre d'accompagnement. Donc, ce n'était pas hyper nouveau. Pour la violence, c'est vrai que ça n'existait pas. Mais à partir du moment où on prend en charge une thématique, on sait très bien que le chemin est long et que même si on a guéri certains traumas, qu'une femme qui négligeait sa santé, on est revenu avec elle, on a tout remis au carré, il va falloir aussi qu'elle redevienne quelqu'un qui a une bonne estime de soi, qui se sent autonome et qui peut s'envoler. Notre objectif à nous, c'est que les femmes n'aient plus besoin de nous. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 2 ans, mais à un moment donné, il faut qu'elles soient capables de voler de leurs propres ailes et cet accompagnement a cet objectif-là. Et donc, quelle est l'idée ou quelles sont les idées que vous aimeriez déconstruire aujourd'hui sur la conception que les gens ont naturellement, la plupart du temps, sur ces violences-là qui sont faites aux femmes ? Peut-être que la première idée, la plus importante, c'est d'arrêter de penser que les femmes mentent et que souvent elles dénoncent des choses pour avoir un bénéfice secondaire. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez les hommes et aussi chez les policiers. Et c'est très ennuyeux parce que ça fait qu'on accueille cette parole avec beaucoup de méfiance. Donc non, les femmes ne mentent pas. Une femme qui se lance dans un parcours judiciaire, c'est une femme qui a beaucoup de courage, qui sait que la route va être difficile. Et donc, il faut la croire. Ça, c'est pour moi la première chose qu'il faut déconstruire. La deuxième, c'est que la violence, c'est pas que du sang, c'est pas que des bleus, c'est pas que des coups. La violence, c'est aussi une destruction très très lente de l'essence même de la personne et que ça peut se faire sans rien de spectaculaire. Et ça, les gens ont du mal à le croire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de coup, s'il n'a pas failli te tuer, bah, écoute, reviens quand ça sera plus grave. Et on perd l'occasion de sauver des femmes parce qu'on ne croit pas que la violence psychologique est peut-être encore plus destructrice que la violence physique. Si déjà on a compris ces deux choses-là, je pense qu'on a fait un grand chemin. Et dans le film, d'ailleurs, c'était assez marquant. La fille demande à sa mère « Pourquoi tu es restée ? Pourquoi tu n'es pas partie ?» Ça, c'est la question qu'on pose tout le temps aux femmes qui sont victimes de violences. Aujourd'hui, j'aimerais encore avoir une réponse de chacune d'entre vous. Qu'est-ce qu'on devrait répondre aux gens qui posent cette question ? Pourquoi tu es restée ? Pourquoi tu es partie ? Parce que non seulement ça culpabilise les femmes, mais ça déplace aussi à chaque fois le cœur du débat vers pourquoi la femme reste, alors que c'est plutôt pourquoi il y a eu des violences. Oui, tu parles de culpabilité. Je pense que c'est ce pourquoi aussi les femmes tentent cette fois de partir en moyenne avant de partir définitivement, ce qui est vraiment un long chemin. Il y a la culpabilité de ne pas avoir su s'extraire des violences, de ne pas les avoir vues venir souvent, de ne pas les avoir vues s'installer. Et puis ensuite, il y a la culpabilité de qu'est-ce qui se passe si je dénonce mon mari, qui est le père de mes enfants, ou si je dénonce mon père, mon oncle, mon grand-père. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle déflagration ça va avoir sur la famille, l'individu voilà, on a l'impression de faire porter un risque à l'agresseur, alors qu'à vrai dire, le risque que prend l'agresseur est son problème à lui. Et pas celui de la victime. Et pourtant, les victimes portent aussi cette culpabilité. Je pense que c'est ça qui rend le chemin hyper long et difficile. Parce que le manque d'estime, c'est quelque chose qui te torpille à la base. C'est-à-dire que dans le discours des hommes violents, il y a aussi, mais je t'ai déjà dit, il ne faut pas que tu fasses ça. À chaque fois que tu fais ça, c'est comme un déclencheur pour moi. Donc, à un moment donné, dans le principe de la violence, il y a l'idée que tu es allé chercher la violence. Et ça, au bout d'un moment, quand c'est récurrent, il y a quelque chose, je pense, que tu internalises de ce message, qui est qu'au fond, tu es un peu responsable du fait de te faire taper. Et quand tu commences à avoir cette graine-là qui est plantée à l'intérieur,
ça torpille totalement l'estime de toi. Et tu ne sais plus ce que tu penses de toi. Tu ne sais plus qui tu es en dehors de cette relation. Tu existes peu en dehors de cette relation. Tu es la mauvaise mère qui va priver les enfants de leur père. Tu es cette mauvaise femme qui n'a pas réussi à garder son couple. Je pense en plus que ces femmes-là sont très investies dans la vie de famille, ont envie de bien faire. Donc c'est à cet endroit-là qu'on vient les torpiller et que c'est très difficile en fait de dire je pense à moi, quelles que soient les conséquences pour mes enfants, je pense à ma gueule, je me tire et quoi que tu fasses, t'es une espèce de saloperie que je veux plus jamais voir. C'est impossible en fait de penser comme ça. C'est impossible parce que de façon très récurrente et depuis des années, en fait, on a torpillé totalement l'estime même que tu pouvais avoir de valoir quelque chose. Et c'est un peu subtil à comprendre en fait, mais moi, ça me semble évident. Je comprends très bien pourquoi elles y retournent. Je comprends parfaitement. Puis elles ont toujours l'espoir que... Je pense aussi que ces femmes-là ont un grand idéalisme. C'est-à-dire qu'elles ont l'espoir qu'en fait, elles vont réussir à dépasser ça. Que l'amour qu'elles portent à leur conjoint, que l'amour qu'elles portent à leur famille, à leurs enfants, va suffire à cesser cette violence. C'est un grand idéalisme en réalité. Si tu es beaucoup moins idéaliste, tu fais bon, alors les faits sont les faits, ça fait 2 fois que je me prends des tartes dans la figure, voilà, il n'y aura pas de 3e fois. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est des femmes bien plus idéalistes, bien plus capables d'amour en fait, d'amour de l'autre. C'est horrible de surfer là-dessus en fait. C'est dégueulasse. Non, mais c'est fait exprès. Mais oui. C'est-à-dire que pour séduire cette femme, il a fallu déployer des trésors de séduction, d'amour, et donc tout ce qu'elle veut, c'est retrouver cette période bénie où elle était une reine, une princesse, et surtout elle va faire tout ce qu'elle peut, donc elle va faire toujours plus de la même chose. 1 enfant, 2 enfants, peut-être qu'avec 3 enfants, il va m'aimer encore plus. Peut-être que si je suis encore plus sexy, ça va marcher mieux. Peut-être que si je deviens cordon bleu, il va... Et non, ça ne marche pas, parce que son scénario à lui, c'est pas de redevenir la fausse personne qu'il t'a vendue. C'est de te posséder. Et puis après, toute la société est là aussi pour dire mais tu vas pas le quitter, comment tes enfants vont vivre, c'est lui qui gagne de l'argent. Et en général, il s'est arrangé pour que tu travailles pas, que tu n'aies pas de papier, donc forcément, c'est lui qui gagne l'argent. L'appartement est à son nom. Comment tu fais? Où tu vas? Dans un hôtel avec des punaises? C'est pas possible. Les enfants ne sont pas d'accord. Et en fait, la prison, elle est complètement refermée. Et puis, pour avoir une femme sous sa coupe, en général, on l'a isolée. Donc, ses parents sont loin, ses amis ne l'appellent plus. Personne n'est là pour la soutenir. Et donc, elle reste. Puis, elle pense que personne d'autre ne pourra l'aimer. Il le lui a répété tous les jours depuis 10 ans. T'es nul, t'es moche, t'es con. Personne ne t'aimera comme je t'aime. Donc, ta place est là. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui aux femmes, et notamment celles qui sont victimes de violences et qui regarderont cette interview? Comment est-ce qu'on réussit à les convaincre déjà de sortir de ce schéma toxique, mais aussi de porter plainte en gardant en tête, c'est vrai que parfois je n'aime pas le dire parce que j'ai l'impression que c'est encore plus décourageant, mais c'est aussi une réalité qui est qu'il y a une forme d'impunité, ou en tout cas, malheureusement, sur environ le 7% des femmes qui décident de porter plainte, eh bien, très souvent, il va y avoir des non-lieux, il va y avoir des peines très faibles. Et donc, en plus de ça, c'est-à-dire que non seulement quand les femmes déjà sortent du schéma violent, quand elles sont victimes de violences, elles arrivent à sortir de ce schéma, elles décident de porter plainte, au bout, malheureusement parfois, il n'y a pas une décision de justice qui est à la hauteur de ce qu'elles ont pu vivre et de ce qu'elles attendaient. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, malgré cela, on réussit à les pousser à sortir de ces emprises, de sortir de ces violences et de tout de même porter plainte? Que dirait la professionnelle? D'abord, je dirais que déposer plainte n'est pas forcément la seule solution magique qui va tout résoudre. Parce que c'est aussi un chemin douloureux qui va vous faire revivre des choses, qui va vous mettre dans une position d'attente. Le procès, c'est quand? J'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je crois que la seule chose qui peut mobiliser les femmes, c'est d'abord qu'elles se sentent en danger. Une femme qui dit « j'ai peur de mon mari » et tu le montres très bien dans le film, Catherine qui dit « il va me tuer ». Les femmes savent en fait quand elles sont en danger. Et quand on arrive à leur faire prendre conscience qu'elles sont en danger, ça peut être un levier pour qu'elles partent. L'autre levier, c'est les enfants. Quand on leur dit vous ne pouvez, enfin voilà, vos enfants vivent dans cette violence et c'est quand même extrêmement déstructurant pour eux.
Les enfants, c'est quelque chose qui fait bouger les femmes. Parfois, elles disent, j'ai accepté plein de choses parce que j'espérais que ça allait s'arranger, j'ai tout toléré. Aujourd'hui, soit il me tape devant les enfants, soit il s'est attaqué aux enfants. Et là, c'est no way, pour moi, je pars. Mais en aucun cas, on peut les obliger à faire quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on se le dise, ça ne peut être que la décision de la femme. Et dans le film, cette femme qui finit par mourir, et parfois, on ne peut pas aider une femme malgré elle. Il ne faut pas. Parce que déjà, elle vit avec quelqu'un qui lui impose tout. Si on vient faire la même chose, en lui disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, la première chose qu'elle va faire, c'est nous détester et ne plus jamais nous écouter. Donc, c'est pas une très bonne stratégie. Mais une des solutions, en tout cas, pour elle, c'est de chercher en tout cas un refuge. Et je pense aussi une écoute. C'est ce qu'on dit souvent, il faut en parler autour de soi. Et je pense notamment donc la Maison des femmes. Et moi, j'allais vous poser cette question. Quelles sont les prochaines étapes pour la Maison des femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 30 autres maisons. Donc la maison mère principale qui est à Saint-Denis. Et là, aujourd'hui, il y en a 30 environ en plus. Quelles sont les prochaines étapes et quels sont vos souhaits, en tout cas? Alors d'abord, on voudrait mailler le territoire un peu mieux. Il y a encore des régions où il n'y a pas de maison des femmes et surtout il n'y a pas de soignants, il n'y a pas d'options. Et puis l'étape d'après, c'est de faire de la prévention. Faire de la prévention, c'est s'occuper des plus jeunes. Donc on a un foyer de jeunes filles déjà qui ont vécu de la violence et on voudrait les sortir de cette violence, leur redonner de l'estime pour elles-mêmes et puis une autonomie financière. Ça passe par travailler, avoir un métier, apprendre à se gérer, apprendre à se tenir droite sans homme. Et pour beaucoup de femmes, c'est difficile. Beaucoup de femmes attendent en fait d'avoir un homme dans leur vie pour penser que leur vie est complète et que sans un homme, elle ne peut pas l'être. Et ça aussi, c'est tout un travail. Et ensuite, prévention encore plus loin, c'est que les petits garçons comprennent que certes, pendant 5000 ans, ils ont eu des tonnes de privilèges, mais que c'est fini. Il va falloir faire autrement. Puis moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui voilà, victime de violence? C'est vrai qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider elle-même, c'est impossible et c'est totalement contre-productif. Mais je trouve qu'on pourrait travailler sur ce sentiment de honte. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a dit la culpabilité, c'est sur ce qu'on fait, mais la honte, c'est un sentiment qui vient de ce qu'on est. Et je trouve que ce sentiment de honte, en tant que femme, on peut, à notre endroit, à notre niveau, on peut communiquer sur la honte, en fait. Parce que je trouve que la honte est un sentiment qui habite beaucoup les femmes, à plein d'endroits, et qui n'engage pas forcément des violences, etc., qu'on subit. Mais je trouve qu'à la base, cette honte-là, d'être ce qu'on est, de ne réussir à être que ce qu'on est un très bon terrain pour subir des violences et les accepter. Et je trouve que travailler sur ce sentiment de honte en parlant avec ses amis, en parlant avec sa mère, en parlant avec les amis de sa mère, en parlant entre femmes de ce sentiment de honte qui habite beaucoup plus les femmes que les hommes, j'ai l'impression. C'est Ève le problème. Ça commence à Ève. C'est ça. Et ben je pense que c'est une toute petite graine qu'au niveau individuel, on peut vraiment planter. C'est-à-dire de cesser d'avoir honte, en fait. D'avoir honte quand on fait ça, d'avoir honte parce qu'on n'a pas réussi à dire ça qu'on aurait dû dire. La honte est le terreau à la première des violences, je trouve. Et il me semble que c'est un sentiment qu'il faut qu'on réfléchisse toutes individuellement et qu'on le communique un peu différemment. Non ? Oui. S'excuser d'exister. S'excuser Aussi. d'exister, c'est ça la honte. Et est-ce que, Mélisa, c'était aussi finalement l'objectif, quel est l'objectif en tout cas avec ce film La Maison des femmes qui sort donc le 4 mars Est-ce que c'est finalement participer à ça, déconstruire ce sentiment de honte, d'avoir honte d'exister? En tout cas, moi, c'est ma manière à moi de m'engager pour défendre cette cause, en fait. On se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire, chacun, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Moi, j'ai pu faire ça, ce film, raconter l'histoire de cette maison, raconter l'histoire de ces soignantes, de ces patientes.
Donc en tout cas, oui, c'est ma manière de m'engager pour essayer à mon petit niveau de faire avancer les choses, peut-être de donner des informations aux spectatrices et aux spectateurs qui viendront voir le film, peut-être de aussi déclencher à l'issue des séances des discussions qui n'ont pas encore eu lieu dans les familles. C'est arrivé en avant-première justement que quelqu'un prenne la parole pour nous dire je suis venue avec ma fille ce soir voir le film et on va avoir une discussion qu'on n'a jamais eue. Pardon. Non. La glissade. N'aie pas honte. Non, je n'ai pas honte. Alors là, je n'ai pas honte. Non, mais c'est des choses extrêmement, oh là là, Non, extrêmement touchantes. touchantes. Et si c'est une conversation sur le nombre de spectateurs mirobolants que nous aurons, bien sûr. Non, mais c'est déjà ça, c'est déjà hyper important. Voilà. Mais parce que aussi la vie ne cesse d'avancer. Et puis sur ces histoires de violence, c'est comme si c'était figé, comme si c'était complètement glacé. Alors que remettre du mouvement, remettre de la conversation, parler de ce sujet, tu ne sais pas comment en parler, tu ne sais pas quoi faire, mais le simple fait que ça se parle, que ça se discute, que ça se débatte, eh ben c'est déjà remettre du mouvement dans quelque chose qui est assez figé. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça, les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça. Si tu remets de la conversation, tu peux remettre du doute, tu peux remettre en question des convictions. Et c'est ça, en fait. La vertu de la littérature, du cinéma, c'est de proposer une conversation. Et en ce sens, ce film est vraiment tout à fait comme ça. Il propose une conversation entre hommes et femmes, je trouve. Et j'allais dire, et j'espère que vous aurez des spectateurs mirobolants. Non, mais c'est vraiment très important et c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en regardant le film. C'est en me disant à chaque fois, il faut qu'on en parle beaucoup plus, il faut effectivement qu'il y ait des films. Et c'est toute l'importance du cinéma, c'est que ça permet non seulement une forme de catharsis, mais c'est une manière tellement plus directe de parler aux gens et de voir que ça ne concerne pas une certaine classe sociale, une certaine origine. C'est absolument toutes les femmes qui sont exposées à ça. Et je pense que c'est très important que tout le monde soit touché et réalise à quel point c'est omniprésent dans la vie d'une femme. Et Mais je vraiment. veux dire, si le film fait 100 000 entrées, c'est quelque chose, mais si le film fait 1 million d'entrées, c'est autre chose. Le discours n'est pas le même. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un film qui parle des femmes, ça fait 100 000 Ouais. entrées, bah, c'est bien, il est bien le film. Mais si d'un seul coup ça fait 1 million, ça fait 1,5 million par exemple, si ça fait 5 millions, je dis n'importe quoi, mais si d'un seul coup notre société, la France entière s'empare de ce film, ça devient leur film, ça dit à sa copine va le voir, ça dit à la femme battue va le voir, ça dit aux hommes tu ne me comprends pas quand je te parle, va voir ce film, tu vas comprendre quelque chose de la condition féminine, bah là d'un seul coup, quand tu vois qu'il y a un film comme ça qui fait 5 millions d'entrées, tu ne peux pas faire comme si ce sujet n'intéressait personne et que c'était juste un petit sujet de bonne femme. Donc, notre responsabilité individuelle, elle est là aussi. C'est-à-dire que tu ne sais pas quoi faire, mais si tu milites, si tu dis à ton mari, à ton frère qui ne comprend rien, tu lui dis viens avec moi, on fait ça, j'ai envie de te montrer ce film. Tu me poses souvent des questions. Ben, ça veut dire que derrière, il y a un discours qui peut accompagner ce succès. Et nous, on ne sait pas combien ça fera d'entrées ce film. Mais si ça fait des entrées, si c'est vraiment une espèce de raz-de-marée, en imaginant ça, Et oui. eh ben, ça veut dire que c'est quelque chose. Ça veut dire qu'au niveau de la société, on est obligé de parler. On ne peut plus faire semblant, le mettre sous le tapis, ça n'existe pas, ça existe à moitié, on va donner un peu des fonds. Si d'un seul coup c'est un raz-de-marée, eh ben, ça veut dire qu'il faut que ce sujet soit sur le devant de la scène. Ah, bah, On oui, oui, peut oui. rêver, Je non suis Il faut d'accord. obliger les hommes On à peut aller rêver, voir. franchement. Faut y aller avec les hommes. Ouais. Faut y aller avec les hommes. Faut entraîner les hommes. Faut pas juste y aller en bande de copines. Il paraît que c'est bien. J'aime bien Karine Viard. Non. Faut entraîner les hommes. Faut embarquer les hommes avec vous. Oui, parce C'est que vrai. tu sais, les hommes qui ont été un peu poussés parce qu'ils devaient aller le voir, parce qu'on les avait invités, il y en a qui disent je suis allée à reculons, je ne savais pas ce qui Bien m'attendait, sûr. j'étais sûre de m'embêter. Et en fait, j'ai découvert des tas de Oui, trucs. bien sûr. Donc je pense qu'il faut, oui, obliger les hommes à aller voir ce film. Allez voir ce film. Santé publique.
Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Moi, j'ai une question par rapport à la prévention. Vous parliez du coup de la prévention un petit peu, et vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que vous êtes parti voir un peu l'éducation nationale pour leur parler de la maison de la femme? J'imagine que oui. Savoir un peu ce qu'ils vous ont dit. J'aimerais savoir si les écoles, du coup, sont prêtes à aller voir votre film aussi également, pour essayer un peu d'éduquer un peu tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous, on est allé voir l'éducation nationale pour proposer des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. On a une convention avec eux. Et puis, surtout, la productrice est très déterminée à ce que l'éducation nationale se saisisse de ce film. Alors, il n'est pas pour tous les âges. Je pense qu'il faut viser 3e et plus. Mais oui, c'est un film qui fait parler les jeunes. Parce que nous, quand on va dans les écoles, on leur parle de ça. On leur parle des violences dans la famille. On leur parle des violences sexuelles et de l'inceste. C'est extrêmement important de l'aborder en classe puisque trois enfants par classe sont concernés. Et donc ce film, en fait, permettra de l'aborder peut-être avec le prisme de la fiction qui permet toujours de raconter des belles histoires et de faire passer des messages de manière plus douce. Emma, tu veux parler de ton combat? Bonjour, donc je suis Emma Javot, la productrice du film, que je suis très très fière de produire, et je vous remercie pour ce talk qui était passionnant. Merci aussi Sally de l'avoir accompagné. Sur l'éducation, oui, on est vraiment à l'œuvre. En fait, la gestion des lycées et des facultés se fait au niveau des régions. Donc, la région Île-de-France, notamment, soutient le film et on est à l'œuvre avec eux pour qu'ils sensibilisent les directeurs des établissements dont ils sont proches. On fait une tournée à travers toute la France où, en fait, on va dans des salles de cinéma proches des maisons des femmes qui existent, et à chaque fois, on essaye de sensibiliser au niveau local et de faire passer le message. Ensuite, effectivement, il y a un dispositif au niveau de l'éducation nationale où on soumet le film à candidature. Alors, c'est un dispositif à 2 ans. Donc, en fait, on va leur soumettre maintenant et dans 2 ans, ils décideront s'il est diffusé ou pas aux jeunes. Et on pense à partir de la 4e. Et on a eu une bonne nouvelle, c'est que le visa du film est tout public. Donc, il n'y a aucune restriction ni avertissement. Donc, c'est bien pour ça. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Moi, j'avais une question pour vous, Karine Viard. Je voulais savoir comment, en tant qu'actrice, on prépare un rôle qui est, comme celui-ci, autant inscrit dans une réalité sociétale et puis, je dirais, aussi chargé émotionnellement. Alors, d'une certaine façon, il est moins chargé émotionnellement que les dames qui jouent les patientes. Parce qu'elles sont dans la révélation, elles s'inscrivent dans la douleur, dans le témoignage, dans l'intimité. Moi, en tant que rôle, je suis cachée derrière une fonction que je dois être crédible dans cette fonction, mais finalement, c'est pas très impliquant émotionnellement. Et puis, je reçois la parole, ça me transforme, mais je dois avoir la dignité de rester à ma place, et je trouve que c'est important. La vraie difficulté de ce rôle, c'était de jouer Rada. C'est ça la vraie difficulté. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Rada voulait me rencontrer, et puis moi je me suis dit, mais en fait je veux pas, parce que je sais que ça va être une grosse personnalité, et je sais que je vais vouloir l'imiter. Si je la rencontre, je vais pas pouvoir m'empêcher de me dire, ah, elle dit ça comme ça, mais j'aime bien comme elle fait. Je me suis dit, non. Il ne faut pas que je la rencontre, faut que je sois devant une page vierge, mais que par contre je comprenne, grâce au scénario, que je comprenne son combat politique, son combat militant, pourquoi elle fait ça et comment elle le fait. Donc je me suis vraiment uniquement servie du scénario, des scènes telles qu'elles étaient, de la droiture de ce personnage qui se répand pas dans des trucs, qui est toujours dans l'action, qui est capable de se mettre très en colère parce que beaucoup d'indignation. Et voilà, j'ai essayé de camper ce personnage tel que j'en avais voilà, ce personnage était renseigné par ce qui était écrit d'elle. Et j'ai pas hésité avec la colère, j'ai pas hésité avec l'indignation, j'ai pas hésité avec la solidarité avec l'équipe, quelque chose aussi de très naturel, de très franc, de très direct. Pas je suis la chef et les autres, écoutez-moi. Au contraire, très collaboratif comme ça. Et finalement, voilà, en étant très différente, je crois quand même que je suis assez proche de toi. Mais je crois. C'est un miracle. Et alors, ce qui était marrant, c'est que sur le tournage, on ne sait pas pourquoi,
spontanément, je suis devenue un peu la chef. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, on venait me dire oui, à machin. Je suis devenue la chef d'équipe, en fait. Les gens venaient me référer, oui, tu sais, il s'est passé ça, machine, elle m'a dit ça. Et je devais un peu statuer, dire, ah ben c'est bien, non mais t'en fais pas, laisse tomber. Non mais c'est pas grave, on a le temps. Je suis devenue chef, mais ça, je sais pas comment ça se fait, non? Voilà, l'autorité naturelle, Karine, Voilà. c'est ça. Une posture. Oui. C'est ça. Merci à toutes pour ce talk passionnant. Je voulais vous demander, surtout à vous, Mélisa, quand on parle de VSS et surtout en ce moment et surtout dans le cinéma, on pense beaucoup aux histoires qui ont été partagées au cinéma français et ces violences. Quels ont été les dispositifs du tournage justement pour garantir un safe space, surtout quand on parle un sujet aussi chargé que celui du film? C'est une question fondamentale dans ma pratique de réalisatrice, c'est une question fondamentale pour ma productrice aussi, dont la société s'appelle Une Fille Production, donc je vous laisse imaginer la ligne éditoriale. Non, mais c'est essentiel dans nos pratiques, c'est encore plus essentiel quand on prend en charge un sujet comme celui-là. Il n'était pas question que sur le plateau de ce film, il y ait le moindre pas de travers. Donc on a beaucoup travaillé à faire de la prévention, mais ce qui est normalement devenu obligatoire sur les plateaux, à vrai dire, voilà. Mais on n'a pas hésité à appuyer cette prévention. On a aussi... Enfin voilà, on choisit aussi les gens avec lesquels on travaille en fait. Et toute l'équipe technique très paritaire, voilà, toute cette équipe avait vraiment à cœur de porter ce sujet. Donc évidemment qu'on arrive dans des conditions qui sont de grande sécurité pour tout le monde, et pour les techniciennes et techniciens, et pour les actrices et les acteurs. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et puis, il y a ce que les actrices qui jouent les patientes ont eu à porter comme récit. Et puis aussi ces quelques séquences de consultation gynécologique. Donc pour ça, on a fait venir sur le plateau des coordinatrices d'intimité. Moi, je me suis mise dans ce fauteuil gynéco avec toute l'équipe dans la pièce pour voir. Effectivement, on n'est pas très à l'aise. J'ai demandé à Fabien, le chef opérateur du film, de s'asseoir dans cette chaise pour voilà, constater également qu'on n'était pas très à l'aise. Donc ça, c'était important aussi. Et puis aussi... on avait chargé ces coordinatrices d'intimité de faire office de personnes relais si jamais les récits que charriait le film réactivaient trop de choses chez les techniciennes, les techniciens ou chez les actrices. Parce que ça, on ne peut pas savoir ce que ça peut réactiver chez les gens. Et vu le nombre de personnes rencontrées au cours de la préparation du film qui ont travaillé sur le film et qui m'ont à un moment ou à un autre signifié un rapport personnel et intime avec le sujet, voilà, c'était un risque que moi, je ne voulais pas prendre. Enfin, moi, je ne fais pas des films pour faire des dégâts chez les gens, quoi, en tout cas. Voilà. J'ai une question. C'est ça. J'allais dire, est-ce que ça n'a pas été très perturbant, justement, en se rendant compte que même dans l'équipe technique et donc en dehors du film, en fait, tout le monde est concerné par ces violences-là? Moi, ce que ça m'a fait, c'est que, en théorie, je le sais, que cette problématique est massive, que les violences faites aux femmes et aux enfants concernent tout le monde, que voilà, qu'il faut avoir vraiment du bol pour y échapper, en fait. Mais là, c'était une expérimentation concrète de à quel point c'est massif. Les gens viennent me rencontrer pour travailler sur ce film, pour m'aider à le porter, et puis, ça leur paraît important de me signifier qu'ils ne sont pas là par hasard. Et il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là par hasard. Voilà. Le film et sera tout public. Est-ce que c'était volontaire? Parce que c'est vrai qu'en regardant le film, j'ai trouvé ça très beau qu'on ne montre aucune scène vraiment graphique de violence. On l'imagine, on la ressent de toute manière. Mais est-ce que c'était une volonté de votre part de ne pas montrer de scène Oui, moi c'est un choix en tant que réalisatrice. J'ai pas envie de faire de violence une matière esthétique. J'ai pas envie de mettre des actrices dans ces situations, même si elles sont fictives. Ça c'est un choix intime et personnel. Et puis aussi c'est pour coller aux intentions de cette maison.
dans cette maison, les femmes, elles redeviennent sujet de leur vie et plus du tout objet de violence que quelqu'un d'autre leur impose. Donc ça, évidemment que ça devait se traduire dans la mise en scène, dans les choix de mise en scène. Donc voilà, elles redeviennent sujets, pensant, agissant, reprenant les rênes de leur vie. Donc non, je ne souhaitais pas montrer des séquences de violence. Ouais. Alors déjà, j'ai eu la chance de voir le film, donc bravo, c'est un très beau film et j'encourage vraiment tout le monde à y aller. Moi, j'ai une question, c'est sur les impacts que vous attendez en fait de ce film, de manière générale, mais aussi pour la Maison des Femmes. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce film? Qu'est-ce que vous espérez en fait de ce film? Tu veux que la Vas-y. carrière de Karine décolle? Vas-y, Rada, vas-y. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Non, nous, pour la Maison des Femmes, évidemment, c'est un coup de projecteur magnifique. Parce que, justement, Mélisa a tellement bien travaillé que le film nous ressemble, que ce qui se passe dans toutes ces scènes de soignants est hyper réaliste. Et ce que je trouve aussi très joli, c'est qu'elle a su montrer combien nos vies personnelles étaient entrelacées avec notre boulot. Qu'on rentrait chez soi avec ses dossiers. D'ailleurs, des fois, tu reviens avec des dossiers à la main. Ça, j'ai oublié de te le dire, c'est interdit Je sais. d'emmener des dossiers à la maison. Je sais. Mais je le fais. Donc voilà, c'est très très difficile en fait de couper. Ça le montre très bien. Et ce que ça montre très bien aussi, c'est la solidarité entre les soignants qui fait qu'on est efficace parce qu'on se soutient. Est-ce que ça va donner au pouvoir public l'idée que on devrait peut-être arrêter de se battre pour trouver de l'argent et passer plus de temps à soigner les gens? Je ne sais pas. J'espère. Je me permets juste, pardon, j'ai demandé à Elsa le micro de compléter sur le volet économique parce que évidemment, les maisons des femmes ont besoin d'argent. Elles sont soutenues par des grands groupes comme Kering depuis longtemps, mais elles ont encore besoin de soutien. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une campagne d'appel aux dons à chaque fois qu'on se déplace. On met en place aussi, on a commencé à mettre en place des levées de fonds grâce au film, en fait, en montrant le film à des mécènes pour que ça concrétise l'action et que ça leur montre vraiment ce dans quoi ils vont investir de manière un peu joyeuse, enfin autre. Voilà, ils vont au cinéma. Et la veille de la sortie, le 3 mars, il va y avoir une avant-première à Saint-Denis qui va être rediffusée entre 80 et 100 cinémas en France. Et ce jour-là, il y aura 1 euro par entrée qui seront directement reversés à la Maison des Femmes. Voilà. Et il y a aussi un intéressement sur les recettes de la part production, etc. Mais voilà, on essaye de mettre en place aussi un cercle vertueux économique pour que le film rétribue le réseau Restart. Juste un petit sujet sur lequel j'aurais bien aimé que ce soit capté, c'est sur l'excision justement, parce que moi-même, quand j'ai regardé le film, j'ignorais que c'était possible de réparer en fait les femmes qui ont été victimes d'excision et de leur. Karine fait ça très bien. Ah, je l'ignorais. J'étais très familière aussi avec le travail du docteur Denis Mukwege, mais lui qui répare souvent les femmes victimes de viols de guerre. Mais j'avais aucune idée que c'était possible aujourd'hui en France, une jeune fille qui est victime d'excision, de pouvoir être soignée, d'avoir droit à une chirurgie réparatrice. Donc j'aurais juste aimé déjà vous remercier d'en avoir parlé dans ce film, parce que je pense que plein de jeunes filles vont pouvoir l'apprendre aussi. Et c'est vrai que ça touche très souvent une communauté africaine, avec, comme vous l'avez aussi montré dans le film, une barrière de la langue, mais aussi surtout beaucoup de tabous. Moi, je sais que c'est très tabou, en tout cas, voilà, chez moi et chez les personnes que je connais. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez ne serait-ce qu'une seule chose à dire à une femme ou une jeune fille qui est victime, qui a été victime d'excision, pour lui dire c'est bête, mais de consulter, d'en parler et d'essayer de se faire entendre. Je pense que le plus important, c'est qu'elle consulte pour comprendre si l'excision qu'elle a subie a un effet extrêmement grave sur sa vie. C'est pas toujours le cas. Okay. On peut avoir été excisé bébé, avoir évolué dans une société où tout le monde était excisé, se dire que c'est normal. Et là, peut-être qu'il faut pas apporter des solutions dont on n'a pas besoin. Okay. Mais ce qui est bien, c'est d'aller en discuter avec quelqu'un, de comprendre qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a coupé, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je peux espérer, est-ce que ce dont je me plains est lié à ça ou pas.
Et est-ce qu'une réparation chirurgicale pourrait soulager mes symptômes ou pas? C'est pas toujours le cas, mais aller faire un point avec un médecin me paraît fondamental. Surtout, moi, sur le sujet de l'excision, ce qui m'a énormément étonnée, c'est que tu peux être excisé sans le savoir. C'est hallucinant, en fait. Tu as un traumatisme que tu as rangé dans un placard parce que tu t'es fait exciser à 4 ans, 5 ans. Tu as le souvenir du sang, de ta grand-mère, tout le monde, il faisait chaud, tout le monde était autour, etc. Et puis tu l'oublies comme un vrai souvenir traumatique. Et en fait, tu accouches plusieurs fois, tu as des infections urinaires à répétition et personne ne t'a jamais dit, en fait, ton sexe n'est pas comme celui d'une femme normale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas d'origine, en fait. On l'a coupé, on l'a tailladé. Et parfois, les femmes, elles ne le savent même pas, ce qui est quand même hallucinant. Et par exemple, quand tu le sais sans le savoir, bah, ça, par exemple, c'est directement le meilleur endroit pour la honte, le manque d'estime de soi, etc. Plus on parle, plus on est conscient, plus on a moyen de dépasser ça, en fait. Et d'y mettre un terme. Bah, et d'y mettre un terme, ouais. Merci infiniment, mesdames, pour ces mots. Je pense que je vais reprendre, je vais vous piquer votre phrase. Donc, c'est un besoin, effectivement, de santé publique que les femmes et les hommes aillent voir ce film, La Maison des femmes, à regarder et regarder pour qu'enfin les choses puissent changer. Et je reprends cette phrase, je vais la garder aussi, pour qu'on déconstruise ce sentiment de honte. Merci à tous et merci bien évidemment à Kering et à la Fondation Kering pour son soutien. Merci beaucoup.